Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ce plateau pour la deuxième session de notre Live Invest qui sera consacrée cette fois au plan d'épargne retraite, le PER. Je suis toujours Mireille Wimbert, journaliste à l'Express en charge d'épargne argent et je reçois Laurence Fontenot qui est responsable des partenariats et du réseau de vente de Mutuelle Médicis et Maxime Lartigou qui est directeur associé chez Novalia Patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine. Alors ce PER, on l'a dit tout à l'heure, donc ce plan d'épargne retraite, c'est le véritable succès de l'année 2020. Succès pourquoi ? Parce qu'il a été repatouillé lors de la loi Pacte, il a été assoupli, il a été rendu beaucoup plus sympathique pour les épargnants. Et puis aussi et surtout, ce produit PER, il a un intérêt que n'ont pas ces autres produits d'épargne, il est extrêmement défiscalisant. C'est ce que je vous disais à titre liminaire. En fait, quand vous versez 100 sur un plan d'épargne retraite, vous pouvez déduire ces 100 de votre revenu imposable. Donc évidemment, plus vous êtes imposé, mieux c'est. Donc, le fait qu'il ait été assoupli, plus cet avantage fiscal qui quand même dans l'environnement des placements est assez conséquent, fait que ce PER, maintenant, il a un succès, enfin, il a été lancé après la loi Pacte, enfin remodelé, et là vraiment, il a vraiment trouvé son public, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc là, je vous le disais tout à l'heure, on est à fin juillet à 22 milliards d'euros d'encours sur ce plan d'épargne retraite, avec une bonne nouvelle, c'est que la moitié de cet argent, donc 11 milliards, sont investis non pas sur le fonds en euros dont on parlait tout à l'heure, mais sur les unités de compte, donc des placements à risque un peu plus rémunérateurs que le fonds garanti en euros. C'est une bonne nouvelle parce que le PER, on le sait, c'est un placement long, c'est un placement qu'on souscrit pour la retraite, et donc on l'a vu aussi avec Charlotte tout à l'heure, plus l'horizon d'investissement est long, plus naturellement, mais nos experts vont vous le dire, vous avez intérêt d'investir sur des choses qui sont un peu plus risquées. Voilà. Alors, on va peut-être commencer... Je vous ai donné les principales caractéristiques du PER. Je vais vous demander finalement, Laurence et Maxime, à qui conseilleriez-vous d'ouvrir un PER, Laurence ? Alors, chez Médicis, on rencontre beaucoup d'indépendants, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, et on leur conseille vraiment, eux, d'ouvrir des PER. Alors, ils ont l'habitude, puisqu'ils avaient également aussi le Madelin. Attendez, c'est vrai qu'avant, dans l'univers des placements, on avait le PERP, donc qui aujourd'hui est le PER, on avait le Madelin, mais qui aujourd'hui aussi est le PER. Oui. En fait, dans cette loi Pacte, on a tout rassemblé sur un unique vocable qui s'appelle plan d'épargne retraite, et vous le disiez, c'est vrai que vous êtes une mutuelle spécialisée dans les indépendants. Avant, les indépendants avaient un peu plus l'habitude, enfin me semble-t-il, que les autres épargnants d'investir pour leur retraite, et donc là, simplement, ce qui était un produit qu'on appelait avant contrat Madelin. Maintenant, pour eux, c'est le PER aussi. Pardon, je voulais juste préciser ce petit point-là. Donc, vous disiez, chez Mutuelle Médicis, vous servez donc les indépendants et leurs conjoints, souvent, on leur conseille d'ouvrir des PER. Donc, ils ont cette culture de préparer, d'anticiper leur retraite, puisqu'ils savent de toute façon qu'ils vont avoir des pensions de retraite moins favorables que ceux, par exemple, des salariés ou même des professions libérales. En moyenne, par exemple, si on prend les pensions de retraite d'un artisan commerçant, on est aux alentours de 1200 bruts euros par mois. Oui. Quand un salarié, lui, aux alentours de 1310 et une profession libérale autour de 2420. Donc, ils ont tout intérêt à commencer le plus tôt possible. On les conseille assez tôt dans leur activité. Et puis, surtout que depuis à peu près une bonne quinzaine d'années, ils peuvent plus compter sur la revente de leur fonds de commerce, par exemple pour les commerçants, pour compter sur leur retraite. Donc, c'est sur des professions qui, de toute façon, ont tout intérêt, et d'autant plus avec le PER aujourd'hui, qui s'est beaucoup assoupli, et ils ont le choix aujourd'hui de déduire, on le verra, à titre pro comme à titre perso. Maxime, alors vous avez une société de gestion de patrimoine, donc c'est vrai que vous voyez des épargnants de tous les horizons, et vous me disiez qu'effectivement, on va voir pourquoi, pour le commun des mortels, j'allais dire, il est intéressant de souscrire un PER, mais vous disiez, et c'est plus étonnant, que c'est intéressant aussi pour les jeunes, ce qui avant n'était pas du tout le cas, les jeunes n'épargnez pas pour la retraite, et vous dites aussi, et c'est également très intéressant, que c'est à conseiller pour les gens qui sont déjà à la retraite. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Les jeunes et les plus anciens. Exactement. Alors, sur les jeunes, je pense que c'est expliqué par le nouveau déblocage pour l'achat de la résidence principale.
Maintenant, vous pouvez débloquer votre PER pour l'achat d'une résidence principale, ce qui permet de le mettre en apport. Donc ça intéresse beaucoup de jeunes. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est un grand changement. Je pense que c'est ce qui explique un peu l'engouement également. Une protection du conjoint aussi. Alors, c'est pour les jeunes et les moins jeunes, du coup, la protection du conjoint. Parce que vous savez que sur le PER, si vous débloquez sur les cas d'accident de la vie, donc accident de la vie, chômage, décès, etc., malheureusement, vous n'avez pas de fiscalité à la sortie. Donc c'est intéressant, vous bénéficiez de la réduction d'impôt et vous n'avez pas de fiscalité. C'est un peu comme une assurance accident de la vie, entre guillemets. Sur les personnes âgées, les retraités en tout cas, c'est assez drôle, c'est plutôt cocasse pour un produit de préparation à la retraite, mais vous avez le même avantage fiscal, il n'y a pas de limite d'âge pour l'ouverture. Donc on peut souscrire un PER même si on est déjà à la retraite. Exactement, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a aucune limite. Alors certains assureurs, il y a une limite à 85, 86 ans, mais bon, vous avez le temps, vous me direz. Donc aucune limite d'âge, et en plus vous bénéficiez du même avantage, vous avez la réduction d'impôt à l'entrée, et vous avez un abattement sur les droits de succession. Alors, un peu comme l'assurance vie. Décédé. Ouais, exactement. Un peu comme l'assurance vie, mais il y a une nuance près quand même qu'il faut peut-être préciser aux auditeurs. Sur l'assurance vie, vous savez que c'est l'âge des 70 ans qui fait foi, mais cet âge-là, c'est pour le versement de primes sur l'assurance vie, alors que sur le PER, c'est l'âge de décès qui fait foi. Donc si vous décédez après 70 ans, il n'y a plus que 30 500 € d'abattement sur les frais de succession, mais vous avez l'effet de levier fiscal, donc ça peut être extrêmement intéressant, ça vient gonfler l'héritage, tout simplement. D'accord. Intéressant. Laurence, vous disiez, pour vos indépendants ou vos artisans commerçants, vous dites qu'ils ne souscrivent pas seulement pour eux, mais aussi souvent pour leurs conjoints. Oui. Pourquoi donc ? Alors, les conjoints qui sont souvent, on va dire, les femmes, ont tout intérêt à préparer tôt leur retraite. Alors, souvent, l'entrepreneur va souscrire un PER au nom de son épouse. D'abord, c'est une façon de la protéger. Maxime le disait, ça fait partie en cas par exemple, de décès du conjoint, et elle peut récupérer en fait une reversion ou un capital. Donc, ça permet de la protéger. Mais surtout, on incite, on conseille les femmes à se constituer une retraite supplémentaire parce que de toute façon, aujourd'hui, il y a un écart entre les pensions de retraite entre les hommes et les femmes de 41%. En plus, l'enjeu est double pour elles puisqu'elles vont vivre beaucoup plus longtemps à la retraite, en moyenne 27 ans à la retraite. Donc il va falloir financer ces 27 ans. Si on fait une comparaison avec les hommes, eux, ils sont aux alentours de 23 ans. Ouais. Donc, elles ont des revenus beaucoup moins importants parce qu'elles ont eu des carrières à trous, des emplois précaires souvent, des temps partiels, des salaires aussi moins élevés, même si tous ces écarts se resserrent aujourd'hui. Aujourd'hui, on incite beaucoup les femmes à se préoccuper, et c'est pas dans leur culture, de leur retraite. En tout cas, on les encourage vivement chez Médicis. D'accord. Donc à vous entendre tous les deux, finalement, le PER, c'est pour tout le monde, pour les jeunes, pour ceux qui sont déjà à la retraite. Mais alors parlons de ceux qui ne sont pas encore à la retraite et qui ont besoin de préparer leur retraite. Est-ce que pour ces gens-là, il faut nécessairement souscrire un PER ? En clair, ma question, c'est est-ce que tout le monde doit y aller ? Laurence ? Alors, c'est vrai que depuis les nouveaux avantages avec la loi Pacte, il y a beaucoup d'avantages. Donc, il y a des avantages pour ceux qui sont fortement fiscalisés. Il y a des avantages pour ceux qui ont besoin de se constituer un revenu complémentaire, ceux qui veulent transmettre, ceux qui veulent protéger le conjoint. Aujourd'hui, c'est vraiment un produit, on va dire quand même un petit peu un couteau suisse. Voilà, il y a pas mal d'avantages. Alors, attention, ça reste des produits retraite. Donc, on est bien sur un revenu complémentaire. Donc, il faut en tout cas, si vous voulez souscrire, se faire accompagner par un expert parce que c'est des produits qui peuvent paraître en apparence simples, mais qui sont quand même complexes. Voilà, la retraite, c'est un sujet qui est assez complexe et qui demande vraiment de se faire accompagner, puis de regarder aussi quelle est votre situation, qu'est-ce que vous avez autour. Mais voilà, aujourd'hui, on a un produit qui est très accessible à partir d'une 30aine d'euros par mois, et on le conseille vraiment aller à partir de 30-35 ans de s'y pencher. Maxime, est-ce que c'est un produit pour tous alors le plan d'épargne retraite ? Exactement, alors pas totalement, c'est vrai que ça répond à beaucoup de questions. La loi Pacte a totalement modernisé ce plan d'épargne. Alors vous avez raison, mais même si en effet, vous le disiez tout à l'heure, on peut sortir pour acheter sa résidence principale, il n'en demeure pas moins que si je n'achète pas de résidence secondaire, principale, l'argent est bloqué juste à la retraite. Est-ce que ça c'est un frein ?
Alors ça peut être un frein, surtout pour les gens qui ne sont pas imposables. Oui. Vous n'êtes pas imposable, du coup vous n'avez pas cette réduction d'impôt. Alors vous n'êtes pas refiscalisé à la retraite sur l'argent, mais l'argent est quand même bloqué comme vous dites. Et il y a un cas aussi qui est atypique, mais qu'on retrouve quand même, c'est les personnes qui ont une tranche marginale d'imposition plus élevée à la retraite. Alors ça arrive. Il y en a. Ça veut dire, si je traduis, ça veut dire que vous savez que dans l'impôt sur le revenu, il y a des tranches. Donc c'est 14, 30, 41, 45%. Et ce que vous dites là, vous évoquez la situation qui est rare, en effet, de la personne qui va avoir un taux d'imposition plus élevé quand il est à la retraite que quand il est salarié ou dans sa vie active. C'est plutôt rare, mais ça existe, vous dites. Ça existe oui. Sur les familles nombreuses, sur malheureusement les divorces également. Avec le quotient familial, tout à coup, on est tout seul, exactement. Donc on va payer plus d'impôts à la retraite quand on est tout seul. Ouais. Voilà, exactement, ou si on divorce, on a des salaires importants. Et pour ces gens-là, du coup, pourquoi c'est pas bien ? Pour les gens qui seront plus fiscalisés à la retraite que pendant leur vie active. Du coup, vous allez avoir une réduction d'impôt sur votre vie active, donc avec une tranche un peu plus faible. Et à la retraite, vous allez repayer plus d'impôts que vous avez eu en réduction. Donc c'est un peu, c'est pas très forcément. Parce qu'effectivement, la contrepartie finalement de cet avantage fiscal à l'entrée, qui encore une fois est un avantage fiscal énorme, c'est que quand vous sortez, quand vous récupérez votre capital ou votre rente, ce capital et cette rente sont taxables à l'impôt sur le revenu. Donc évidemment, le calcul qu'on fait tous, c'est pendant ma vie active finalement, je place de l'argent sur le PER, comme ça j'ai un avantage fiscal pendant ma vie active, je peux déduire toutes ces sommes de mon revenu imposable et je paye dans ce cas beaucoup moins d'impôts. Et puis, je sais que quand je serai à la retraite, je ne vais pas avoir 100% de mon dernier salaire en retraite, ça n'existe plus. Donc je vais avoir 60-70%. Donc fatalement, comme j'aurai une retraite inférieure à mon dernier salaire, eh bien je serai dans une tranche d'imposition inférieure. Donc je vais être fiscalisé à la retraite sur rente et capital que je perçois, très bien, mais je le serai moins. L'avantage fiscal, finalement, tout ça aurait été bénéfique puisque mon avantage fiscal pendant ma vie active aura été beaucoup plus fort. Et ce que vous évoquiez donc, c'est de dire certaines personnes sont plus fiscalisées à la retraite. Donc pour elles, c'est pas le bon calcul, mais ça, souvent, on le sait pas d'avance. On ne sait pas d'avance si on va divorcer, si on va être tout seul à la retraite sans quotient familial. Et donc, ça peut avoir effectivement un effet plutôt délétère en matière de fiscalité puisque vous sortez à la retraite et la fiscalité à ce moment-là, c'est plein pot. Ça peut arriver. Plutôt s'orienter vers peut-être des contrats d'assurance vie. Oui. Et ce que vous disiez aussi, c'est que finalement, ce produit, il est intéressant pour les gens. On l'a vu, il est intéressant pour les gens qui préparent leur retraite. Ça, c'est la première définition du plan d'épargne retraite, mais il est surtout très intéressant aussi pour les gens qui ont besoin d'un avantage fiscal aujourd'hui. Et vous disiez du coup, quand on n'a pas besoin de cet avantage fiscal, donc quand on ne paye pas d'impôts aujourd'hui, c'est pas la peine d'utiliser un PER. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'argent justement est bloqué. Donc aujourd'hui, vous n'avez que des inconvénients si vous souscrivez un PER et que vous n'êtes pas taxé. Vous n'êtes pas taxable à l'impôt sur le revenu parce que vous êtes en dessous du seuil d'exigibilité. Là, parce que vous n'aurez pas d'avantage fiscal et en plus, vous serez obligé de bloquer jusqu'à la retraite. Donc, dans cette situation, Maxime, qu'est-ce qu'on fait ? On est un jeune salarié ou un salarié à mi-temps. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le PER malgré tout en se disant un jour, je payerai des impôts, j'aurai un salaire plus conséquent. Ou est-ce qu'on se dit en attendant, je mets ça sur mon contrat d'assurance vie ou ailleurs, d'ailleurs je ne sais pas ce que vous allez me dire, parce qu'au moins je peux faire face en cas de coup dur, je peux retirer mon argent, ce qui encore une fois n'est pas le cas sur le PER, sauf certaines situations très précises. Exactement, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de fiscalité, mieux vaut peut-être mettre sur son contrat d'assurance vie dans un premier temps, sachant qu'en plus sur les contrats d'assurance vie, alors il faut regarder les contrats, mais vous pouvez sortir en rente viagère aussi. Oui. Donc ça peut aussi avoir de l'intérêt pour la préparation à la retraite. L'assurance vie, c'est également la préparation à la retraite. D'accord. Je voulais vous poser cette question de finalement, alors on voit que le PER, pour la majorité des gens, c'est un excellent produit. Finalement, mais Laurence, comment est-ce qu'on le choisit ce PER ? Parce que l'offre, elle est pléthorique. Avec la loi Pacte, en plus, avant, ceux qui faisaient du PERP, donc l'ancêtre du PER, c'était les assureurs, naturellement. Aujourd'hui, tout le monde peut faire du PER. La loi Pacte dit les sociétés de gestion d'actifs peuvent faire du PER, les banques, bon, ça, elles en faisaient aussi via leur filiale d'assurance avant, mais les assureurs, voilà. Donc il y a une offre qui est pléthorique. On a un produit, on l'a vu, qui a l'air extrêmement séduisant. Et alors, comment choisir ? Est-ce qu'il y a quand même des choses à dire ? Alors, oui. Moi, je donnerais 2 conseils. Il y a 2 éléments pour moi qui sont fondamentaux à regarder. C'est d'abord, premièrement, les frais. Oui. Les frais, il y en a beaucoup.
de différents types. Il y en a où des frais sur Alors, le par PER? exemple, sur les frais de versement, sur le marché, on est sur, on va dire, une fourchette en moyenne entre 1 et 5%. Donc, je verse 100, on prend 1 à 5 déjà en frais d'entrée. Oui, donc ils vont avoir un impact très important sur le rendement. Ça peut parfois tout gâcher, les frais. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est aussi l'accompagnement que vous allez avoir. Au moment, alors déjà, avant la souscription, qui va être capable de vous conseiller sur le type de paire qui est adapté à votre profil de risque, à votre âge, à votre situation, à ce que vous avez déjà mis en place. Donc, qui va vous conseiller sur le bon support. Également, pendant la vie du contrat, quand vous avez une question, quand vous avez besoin de faire des versements complémentaires parce que vous avez changé de statut, vous êtes plus fortement imposable ou l'inverse, qui va vous conseiller sur comment il faut verser, jusqu'à quelle hauteur, déduire à titre pro, à titre perso. Donc, il faut se faire accompagner pendant la vie du contrat. Et puis, au moment où vous allez liquider vos droits à la retraite, qui va vous accompagner sur le type de sortie ? Est-ce qu'il vaut mieux prendre telle ou telle sortie en fonction de votre situation ? Donc l'accompagnement, le conseil d'experts pendant, avant et après est pour moi aussi très très important et on l'oublie souvent. Maxime, si je vous demandais comment choisir mon PER, vous me répondez. Je ne vais pas contredire Laurence sur l'accompagnement, forcément, c'est essentiel. Les frais, peut-être expliquer aux auditeurs. Dites-nous quelles sont les différentes catégories de frais et sur le marché, si vous savez, quelle est la moyenne, ou les grandes fourchettes. Exactement, donc il y a 3 couches de frais. Les premiers, c'est les frais d'entrée, comme le disait très justement Laurence, de 1 à 5%. Donc il y a des contrats à frais zéro. Il y a des frais d'entrée zéro, notamment souvent les PER sur Internet, ceux-là, vous les trouvez sans frais d'entrée. Voilà, sans frais d'entrée, donc ce qui peut être bien aussi pour le rendement. Vous avez aussi les frais de gestion qui sont prévus de façon annuelle. On est entre 0,45 et 1,20. Donc il y a une sacrée différence qui peut venir grignoter le rendement. Et vous avez les frais de gestion, voire d'entrée sur les unités de compte. D'accord. Donc ça, c'est sur les supports financiers à l'intérieur. C'est une couche supplémentaire. Je vais dans un fonds action, je dis n'importe quoi. Ce fonds action, il a des frais, par exemple, de 0,50. Ces frais-là, je les additionne aux frais de gestion annuels du contrat. On a dit, je ne sais plus quel taux vous donniez, mais environ 1%, on va dire. Voilà. Et éventuellement, voilà. Donc il faut voir des frais d'entrée même, voir des frais d'entrée sur les fonds. Vous pouvez avoir 2% de frais d'entrée sur certains fonds. Donc, alors, le but, c'est pas d'avoir forcément le moins de frais possible, parce qu'on sait très bien que 0 frais, en général, égale 0 accompagnement. Il faut bien que les personnes qui accompagnent soient rémunérées, mais de ne pas surpayer les frais et que ça corresponde vraiment à de l'accompagnement. Et également, il faut regarder d'autres choses sur le PER. On peut regarder la souplesse du contrat. Alors, la souplesse, il y a des différences entre les assureurs ? Tout à fait, sur les modes de sortie, il peut y avoir des différences sur les modes de sortie, il peut y avoir des différences sur l'univers de placement. L'univers de placement, c'est le nombre de supports qu'on peut mettre dans ces contrats. Évidemment, plus on a de supports, plus on peut avoir de performance. C'est important de tout regarder. Et puis, comme le disait très justement Laurence, on ne peut pas préjuger du futur. Donc, il faut avoir le plus de modalités de sortie pour une retraite parfois dans 30 ans, parfois dans plus même. Alors c'est vrai que pour les épargnants, on vous embête souvent les journalistes en vous disant regardez les frais, regardez les frais, regardez les frais. Mais alors pour le PER, vraiment je vous en conjure, regardez les frais. C'est important parce que c'est un placement très très long. On l'a vu, les rendements, c'est difficile aujourd'hui d'avoir un rendement sans risque. Donc quand ce rendement est grignoté par les frais, il reste plus rien. Quand on investit sur 15-20 ans pour sa retraite, c'est grave qu'il ne reste plus rien. Donc vraiment les frais, c'est un des points essentiel à vérifier. Il faut qu'il soit le plus contenu possible, compte tenu du service naturellement que vous avez en face. Ça, c'est absolument important. Et Maxime, vous le disiez, et j'aimerais bien que vous m'expliquiez, parce que ça, c'est quelque chose finalement, quand on choisit son contrat, donc on pense aux frais, on regarde l'offre financière, c'est ce que je disais à titre tout à l'heure dans la session consacrée à l'assurance vie, l'offre financière du PER. Eh bien, vous avez des fonds qui peuvent être des fonds d'une seule société de gestion ou des fonds de toutes les sociétés de gestion de la place, et il vaut mieux en général quand c'est ouvert, quand vous avez le choix entre différentes sociétés de gestion, c'est mieux. Parce qu'encore une fois, une société de gestion va être bonne sur son fonds action par exemple, et pas forcément sur son fonds obligataire ou l'inversement. Donc il vaut mieux choisir son fonds en fonction de la qualité de la société de gestion. Ça, c'est une chose. Mais vous disiez, Maxime, et je trouve ça intéressant, il faut que vous nous l'expliquiez, parce que ça, on l'oublie au moment où on souscrit, c'est quelque chose qui ne nous paraît pas indispensable. Or, c'est super important au moment où on part à la retraite, c'est
regardez quelle est la palette de solutions offertes au moment de la sortie. Alors vous allez me dire, mais c'est ridicule comme question, puisque on vous a dit qu'on pouvait sortir en capital ou en rente. Oui, certes, vous pouvez prendre 100% en capital, 100% en rente, mixer les deux, très bien. Mais il y a des modalités. On va vous offrir des possibilités de faire ça, mais de différentes manières. Et c'est très important. Est-ce que vous pouvez, Maxime, nous expliquer pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'il faut comme offre? L'offre qui vous paraît en la matière de sortie la plus intéressante, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut à minima dans un contrat? Alors déjà sur la sortie 100% en capital, hein, comme vous l'expliquiez, maintenant c'est la grande nouveauté de la loi Pacte, mais comme on le disait, vous allez être fiscalisé au moment de la sortie. Et si vous sortez tout votre capital d'un coup, eh ben, vous allez peut-être sauter une tranche d'imposition, donc passer à la tranche supérieure, et du coup avoir une imposition très élevée. Donc, là c'est un peu idiot, donc ce qu'il faudrait faire, c'est de le sortir en capital fractionné. C'est ce qu'on appelle, en fait c'est petit à petit, hein, tout simplement, et tous les contrats ne proposent pas cette sortie en capital fractionné à l'infini. Il y a des contrats qui sont bloqués en 2, en 3 fois. Donc ça veut dire qu'en général, les contrats à minima vont vous proposer de sortir, tous quasiment prévoient de sortir en plusieurs fois, 3 mais fois, ça peut être sur 3 ans, sur 2 ans, sur 4 ans. Et certains, ce que vous dites, c'est certains, il n'y a pas de limite. Donc on vous dit, votre capital est là, vous le récupérez par fraction quand vous voulez. Exactement. Et ça, vous pensez que c'est la meilleure solution? C'est la meilleure solution parce qu'en plus, certaines personnes, on le remarque hein, dans toutes les études, gardent une partie de leur PER jusqu'au 4e âge. Vous savez, le 4e âge, c'est la dépendance, etc. Bien et sûr. C'est vrai qu'on a besoin d'encore plus d'argent, malheureusement, pour ces moments-là. Et c'est intéressant de pouvoir l'utiliser quand on le souhaite, et quand on en a surtout réellement besoin. Oui. Laurence, vous disiez, c'est important parce que ça dépend aussi de sa situation au moment de la retraite et nécessairement 20 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt, quand on souscrit son PER, on ne sait absolument pas de quoi l'avenir est fait. Donc il faut avoir toute cette palette de modes de sortie possibles, c'est ça? Oui, également. Alors on parlait des sorties en capital, mais sur les sorties en option, donc en rente, pardon, toute la rente donc à vie, la rente viagère, il y a différentes options. Donc sur un contrat, il faut bien regarder en fait la palette qu'on vous offre, hein, les choix d'options. Si par exemple vous n'avez pas de bénéficiaire, il faudra opter plutôt. Ça veut dire si vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez personne à qui transmettre en fait ce qu'il y a sur votre PER en cas de décès. Voilà. Donc si vous n'avez pas de bénéficiaire, il vaut mieux opter pour une rente sans reversion, ce qui va majorer votre rente au moment de la retraite. Vous aurez plus tant que vous l'apercevrez. Tout à fait. Et vous dites sinon, si on a des bénéficiaires ou ne serait-ce qu'un conjoint, on peut choisir une rente avec réversion, ce qui veut dire qu'à mon décès à moi, mon conjoint percevra une partie de ma rente à moi. Donc ça peut être 100%, 80, 60. Alors voilà, les contrats offrent plusieurs options. Donc bien regarder en fait toutes les options qui s'offrent à vous. Ça va dépendre de votre situation. Si par exemple au moment de votre retraite vous avez encore des charges, des enfants à charge, ou si vous avez le projet, je ne sais pas, de voyager, peut-être que vous souhaitez plus de rente à ce moment-là, et on va opter pour une rente majorée temporairement. Ou si, par exemple, au moment de la retraite, vous avez déjà un capital, donc vous n'avez pas forcément nécessairement besoin de votre revenu complémentaire à la retraite, vous préférez le garder pour des frais médicaux qui viennent avec le vieillage. À ce moment-là, vous optez pour, par exemple, une rente progressive qui va progressivement augmenter au fur et à mesure de l'âge. Donc, bien regarder ces options qui s'offrent à vous. Donc, si je vous comprends bien, le fait d'avoir le plus possible d'options disponibles permet, quand vous arrivez à la retraite, de choisir celle qui correspond le mieux à votre situation au moment où vous prenez votre retraite. Situation, encore une fois, que vous ne pouvez pas connaître 20 ou 30 ans avant. Donc, plus il y a de solutions, mieux c'est. Avant de passer aux questions-réponses qui sont nombreuses, je voudrais bien qu'on fasse un petit focus sur la gestion financière du PER, parce que c'est vrai que ça, c'est assez nouveau, finalement, parce que dans ce PER, je le disais tout à l'heure, le législateur prend l'épargnant par la main et lui dit: mon coco, t'as l'habitude d'aller sur le fonds garanti en euros, c'est très bien, mais quand tu épargnes pour ta retraite sur 10, 15, 20 ans ou plus, il faut aller sur les marchés actions, puisqu'on a cessé de le dire depuis ce matin, c'est à long terme ce qui rapporte le plus. Et quand on épargne pour sa retraite, il est important d'avoir du rendement, sinon ça sert à rien. Et cette gestion financière-là, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Maxime, ce principe de grille par défaut ? C'est quoi ? Le gouvernement dit, si je ne choisis pas une gestion financière particulière, on va vous coller obligatoirement un genre de grille dans laquelle il y aura un petit bout de fonds en euros et puis d'autres supports. Expliquez-nous comment ça marche. Bien sûr. Donc par défaut, ça s'appelle la gestion pilotée à horizon. D'accord.
c'est un mot un petit peu barbare. En fin de compte, en fonction de votre profil de gestion, donc soit prudent, soit équilibré, soit dynamique, il y a une gestion collective qui se fait. Donc la même pour tous. Imaginez qu'on ait le même âge et le même profil, on aura la même gestion. Alors justement, pas tout à fait, parce que c'est une gestion à horizon. Donc une gestion à horizon, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous approchez de votre âge de liquidation des droits, enfin de passage à la retraite, plus votre patrimoine, enfin votre PER va se sécuriser sur ce fameux fonds en euros, justement. Ce qui signifie qu'au départ, imaginez que j'ai 30 ans, je souscris un PER. En fonction de mon âge, on va décider si mon profil est prudent, équilibré ou dynamique. Et en fonction de ça, et en fonction de si j'ai 30 ans, je suis à au moins 32 ans de la retraite, puisque actuellement l'âge légal c'est 62. Donc j'ai 32 ans d'épargne devant moi. Là, je vais entrer dans une grille et dans cette grille, on va me dire, puisque tu as 32 ans d'épargne, là aujourd'hui, on va te mettre 20% sur le fonds en euros, par exemple, 30%, et puis tout le reste sur des supports un peu plus risqués. Et plus j'avance en âge, plus on désensibilise, c'est-à-dire plus on bascule sur le fonds en euros pour me permettre, au moment où j'ai 62 ans, ou même à l'approche des 62 ans, à partir de 59, 60, etc., d'avoir une épargne sécurisée pour éviter les mauvaises surprises au dernier moment. Parce que ça serait fâcheux d'avoir épargné pendant 30 ans et puis au dernier moment de se prendre un crack, ça serait dommage. Donc justement, pour éviter ça, on sécurise. Et ça, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne formule d'obliger presque comme ça l'épargnant à faire ça ? Alors, chez Médicis, on a un autre fonctionnement puisqu'on est sur une gestion collective de nos actifs. Ça veut dire que c'est pas moi qui choisis. Je vous confie de l'argent et c'est vous qui le gérez. Voilà, j'ai pas à choisir ma gestion financière en fait. Tout à fait. L'ensemble des actifs va être géré de manière collective, donc on tient plus compte de l'âge, etc., du profil de risque, et on va le gérer sur un principe de prudence, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire du rendement tout en maîtrisant les risques. Donc ça, c'est notre métier depuis plus de 43 ans. Et le risque financier, en fait, il est porté par l'assureur et non individuellement par les assurés. Donc c'est un autre fonctionnement qui permet en fait d'avoir un risque modéré. D'accord. Mais écoutez, merci pour toutes ces explications. C'était super intéressant. Je vous propose maintenant de passer aux questions qui sont nombreuses. Donc la première, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Maxime, tout à l'heure. On me dit, peut-on investir sur le plan d'épargne retraite en étant déjà à la retraite depuis 2 ans ? Je suis dans la tranche d'impôt à 4%, nous dit cet épargnant. Alors bien sûr, bien entendu, vous avez totalement le droit d'ouvrir un PER, voire d'investir sur votre PER existant. Vous allez avoir une réduction d'impôt. Alors peut-être que la question sur la tranche d'impôt, c'est bizarre 4%. Voilà, je pense que c'est la moyenne peut-être, parce que les tranches d'impôt c'est 11, c'est 14. Alors maintenant c'est la tranche à 11, ça a changé cette année. Ah oui, c'est 11, c'est vrai que ça a changé. 11, 30, 41, 45. Ouais. Donc 4, ça doit être une moyenne c'est probablement dans la tranche à 11. Dans la tranche à 11, on va dire ça. Voilà, donc vous allez avoir 11% de réduction d'impôt immédiate. Vous mettez 1 000 €, vous avez 110 € de réduction d'impôt. Et cet argent ne sera pas refiscalisé si c'est le but, en tout cas dans un but de transmission, au moment du décès. C'est important de le préciser. Donc ça veut dire qu'en fait, monsieur ou madame a intérêt ou pas dans une tranche à 11% avec une fiscalité qui est assez faible en fait. Oui. Est-ce que malgré tout c'est intéressant ? C'est la vérité. Après 70 ans, c'est intéressant. Après 70 ans, c'est intéressant. Parce qu'après 70 ans, placé sur l'assurance vie, vous avez 30 500 € d'abattement, tout bénéficiaire confondu. Sur le PER, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez quand même un effet de levier. D'accord, avec l'avantage fiscal sur les versements. Exactement. D'accord. Merci Maxime. Ensuite, deuxième question. Y a-t-il une durée maximale pour une sortie fractionnée sur un PER ? Je ne sais pas si Laurence ou Maxime voulaient répondre. Ça va dépendre des contrats. Exactement, ça va dépendre des contrats. Donc là, c'est la sortie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est est-ce qu'on peut me laisser sortir comme je veux mon capital ? Justement, il faut choisir des contrats avec une sortie totalement libre. Qui n'est pas limitée. Voilà, qui n'est pas limitée, encore une fois, pour piocher. Vous pouvez récupérer votre capital en autant de fractions que vous voulez. La première année, la 5e, la 10e, etc. Donc il faut regarder c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez raison de poser cette question, c'est un des choix importants quand on choisit son PER, c'est de voir comment on peut sortir finalement. Donc ça, c'est essentiel. Exactement. Et effectivement, comme on le disait, plus vous êtes libre de fractionner autant que vous voulez, mieux c'est. Voilà. Alors, troisième question, peut-on transmettre son PER après la retraite si on ne l'a pas débloqué ?
Bien sûr, on peut totalement, ça retombe dans la succession, c'est les fameuses. Mais pour ça, il faut que je décède d'abord. Exactement. Donc ça veut dire, la question en fait, c'est, je suis à la retraite et je décide de ne pas débloquer mon PER. C'est ça ? Voilà. Et est-ce que j'ai le droit de ne pas débloquer mon PER quand je suis à la retraite ? Et qu'est-ce qui se passe si je le laisse courir et que je finis par mourir, ce qui va nous arriver à tous ? Si je meurs, quel sera le régime à ce moment-là ? Dites-nous. Alors le régime, ça dépend de votre âge de décès. Comme on l'a vu, c'est donc, pas comme je peux le laisser. Exactement, vous pouvez totalement une fois à la retraite, je peux laisser courir mon père, continuer à faire des versements. Exactement. Alors pour le coup, si vous comptez le laisser, il faudra peut-être choisir une gestion libre. Vous savez, on a parlé de la gestion pilotée, mais vous allez être à 100% sur 2 fonds euros à la retraite. Donc si vous voulez un petit peu de rendement, on peut mêler avec une. Donc ça veut dire que si je traduis ce que dit Maxime, c'est que vous avez ces fameuses grilles dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont légales en fait, ces grilles. C'est pas l'assureur qui choisit, c'est le législateur lui dit dans ton contrat, tu as des grilles d'investissement et au fur et à mesure de l'âge de la retraite, on est de moins en moins investi sur les actions, sur les placements risqués. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais ça, c'est par défaut. C'est-à-dire, si vous dites pas, je veux absolument faire ma gestion financière, ma tambouille financière tout seul, on va vous dire, vous avez ça par défaut. Maintenant, vous pouvez aussi dire, non, moi, je ne veux pas de ces grilles parce que ou j'ai un conseil qui me conseille autre chose, ou moi-même, je suis un expert et j'ai envie de piloter ça moi-même. Donc ça, c'est possible. Donc ce que dit en fait Maxime, c'est après 70 ans, si vous laissez faire les grilles, vous serez à 100% en euros. Donc si vous avez on peut jamais connaître son espérance de vie, mais si dans votre famille on vit centenaire, vous pouvez imaginer que ça va être le cas pour vous aussi. Et de toute façon, à 70 ans, l'espérance de vie, elle est encore moins de 15 ans. Donc c'est idiot de tout mettre en fonds en euros. Et donc si vous voulez avoir un peu plus de risque à ce moment-là, eh bien il faut décocher dans votre contrat la gestion par grille, là, qui était légale, et dire non, j'en veux pas, je prends une gestion libre, et soit je gère tout seul, soit je laisse à mon conseil le soin de gérer cette poche d'épargne retraite. Exactement. Et en plus, c'est vrai que c'est intéressant les fonds euros, parce que sur le fonds euro d'une assurance vie, vous savez que vous avez les prélèvements sociaux, les fameux CSG, CRDS, qui sont prélevés chaque année. C'est l'assureur qui les prélève. Voilà, chaque année, du coup. Oui. Alors que sur le PER, il n'y a pas de prélèvements qui sont faits chaque année, et c'est qu'au moment du déblocage. Il n'y a pas de prélèvements sociaux, même quand c'est fonds en euros. Alors sur le fonds en euros, il n'y a pas de prélèvements sociaux chaque année. Ah d'accord. C'est juste au moment du déblocage où tout est calculé, mais si vous malheureusement vous décédez, il n'y a pas de prélèvements sociaux du tout. Donc si vous, en gros, si je récapitule, c'est un produit. L'assurance vie, vous aurez des prélèvements sociaux 17,2% chaque année. C'est l'assureur qui les prélève. Le PER, vous n'en aurez pas. Vous n'en aurez qu'au terme quand vous récupérez votre capital. Mais si par malheur vous décédez plus tôt, eh bien vous aurez échappé. Enfin, pas vous, mais enfin ce que vous avez épargné et qui va aller à vos héritiers ou à vos bénéficiaires aura échappé à cette taxe de 17,2%, à ces prélèvements sociaux. Exactement. Donc c'est pas un mauvais calcul non plus de conserver ou d'ouvrir un PER, enfin au moins de le conserver après l'âge légal de départ à la retraite. Non, c'est vrai que c'est... Écoutez, merci infiniment. Je crois qu'on a terminé cette session consacrée au plan d'épargne retraite. Vous, dans vos cabinets respectifs, vous en vendez beaucoup. Enfin, quelle est l'appétence ? Qu'est-ce que vous ressentez ? On a vu un réel engouement, en tout cas. Depuis, les produits ont commencé à sortir en janvier 2020, juste avant le confinement. Et on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout, qui vont sur ce type de produit, un peu plus souple. Et aussi, c'est parce que c'est des produits de rendement également. C'est vrai que c'est des produits de préparation à la retraite. On l'a vu, c'est un produit défiscalisant, c'est un produit de transmission, mais c'est également un produit de rendement. Et c'est vrai que le levier fiscal, en tout cas, c'est assez intéressant parce que au final, comme on a pu le voir, c'est un des seuls produits où c'est le fisc qui vous avance de l'argent pour investir sur les marchés financiers. Donc, autant en profiter. Autant en profiter. Laurence, qu'est-ce que chez vous, Mutuelle Médicis, est-ce que le PER a du succès ? Alors oui, il y a eu vraiment un engouement, parce qu'on en a beaucoup parlé, ça a été très plébiscité, puis le projet des réformes des retraites nous a encouragé aussi, puisqu'aujourd'hui 82% des épargnants craignent de manquer d'argent, à juste titre, et le fait d'avoir parlé de ces projets, de ce projet de réforme, a incité les Français à se pencher sur la question, et on a de plus en plus, et vraiment tout type de profil, des jeunes, effectivement, des gens qui payent aussi beaucoup d'impôts. Tout le monde nous sollicite pour au moins s'informer sur le PER. On a oublié de le dire, mais votre clientèle à vous, c'était essentiellement des artisans commerçants, c'est historique pour Mutuelle Médicis. Oui. Et vous disiez, avant, c'était le contrat Madelin, donc ils avaient une fiscalité encore plus intéressante que les particuliers.
Aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant pour l'indépendant, c'est quand il souscrit ou quand il a un pair, ou transformer son Madelin en pair, ce qu'ils ont fait en général. Dans ce pair, il peut chaque année choisir sa fiscalité. Il dit tiens, moi je prends la fiscalité des gens normaux, donc la vôtre, la mienne, ou alors je prends ma fiscalité majorée. C'est encore plus souple, même au niveau fiscal. Oui, effectivement. Ils ont un plafond, donc ils peuvent déduire à titre professionnel, déduire les cotisations de leurs revenus professionnels. Oui. Là, le plafond, il est de 76 102 par an. Ça veut dire que si vous versez ça tous les ans, vous pouvez déduire ça de votre revenu imposable. Voilà, donc de l'année en cours. C'est sérieux, oui. Voilà. Et choisir, donc ça c'est vraiment la souplesse avec la loi Pacte, de choisir aussi de déduire à titre personnel. D'accord, donc là vous laissez ces 67 000 de côté, vous dites je n'utilise pas cette faculté-là, je prends l'autre faculté qui est ouverte à tous, même quand on n'est pas indépendant, et là le plafond est beaucoup plus bas, mais ça peut avoir quand même un intérêt, puisque le plafond est certes plus bas pour les gens, pour tous les gens, mais on peut cumuler mon plafond, celui de mon conjoint, on peut récupérer les 3 plafonds de l'année avant, donc ça fait pour chaque individu, si je n'ai jamais ouvert un pair, j'ai les 3 plafonds de versement des années précédentes plus celui-là, donc j'ai 4 années de plafond que je peux verser sur mon pair. J'ai ceux-là, si j'ai un conjoint, j'ai ces 4 plafonds à lui. Si j'ai des enfants, je peux encore rajouter. Enfin bref, ça donne. Donc l'indépendant, finalement, il choisit. On a dit, il a ce plafond professionnel de 76 000 qui est spécifique aux indépendants. Mais, alors ce plafond-là, en revanche, n'est pas reportable et pas partageable avec le conjoint. Donc ça, c'est un plafond unique de 76. Maintenant, il peut très bien se dire, si une année, il a envie de défiscaliser beaucoup plus et que c'est plus intéressant dans l'autre formule, parce que, par exemple, il n'a jamais rien versé, donc il a 4 années de versement à mettre dedans, il prend les 4 années de son conjoint, il en ouvre pour ses enfants. Ça peut être plus intéressant à titre individuel, et donc, notre indépendant, chaque année, en fonction de sa situation de fortune et de ce qu'il veut défiscaliser, il choisit quelle règle fiscale il va actionner. Celle qui est ouverte à tous, nous, avec notre plafond annuel, nos 3 plafonds des années précédentes, plus les plafonds du conjoint, plus les plafonds des enfants, ou alors le plafond spécifique des indépendants, qui est certes plus élevé, mais qui ne se partage pas, qui ne se rattrape pas sur le... Voilà. Donc ça, c'est quand même pour eux drôlement souple et drôlement agréable. Oui, d'autant qu'ils ont, ils peuvent changer aussi de statut, donc ils peuvent passer salariés. Oui. Et puis ils ont aussi beaucoup de variations aussi au niveau de leur trésorerie. On l'a vu avec la crise sanitaire. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, le pair s'adapte beaucoup plus que les anciens contrats de type Madelin. D'accord. Ah tiens, on a une question. Bonjour, j'ai 56 ans, je suis invalide. Est-ce avantageux de souscrire un PER ? Alors c'est une très bonne question. Vous allez avoir les mêmes avantages que les mêmes avantages fiscaux à l'entrée. Donc si vous avez des revenus importants, une pension d'invalidité qui est importante, ou des revenus par ailleurs qui sont importants, vous avez peut-être intérêt à défiscaliser. C'est exactement la même chose. Alors vous n'allez pas avoir d'avantages supplémentaires, par contre, en étant invalide. D'accord. Okay. Oui, c'est si on devient invalide, c'est un cas de rachat anticipé. Oui, mais vous l'êtes déjà. Donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'avantage lié à votre statut d'invalide particulier. Non. Mais vous avez, donc c'est exactement comme pour tout le monde, c'est l'avantage fiscal, c'est la gestion financière, c'est le mode de sortie au terme. Voilà. Écoutez, merci infiniment à tous les deux pour cette table ronde drôlement riche. On a appris plein de choses. Écoutez, merci beaucoup. Et alors, pour tous les épargnants qui nous écoutent, qui nous regardent, je vous invite à vous reconnecter demain. Demain matin, c'est Jean-Philippe Dubosc de toutsurmesfinances.fr qui animera les 2 matinées. Et demain, vous parlerez de pierre papier. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens aussi. Les SCPI, les OPCI, les SCI, qui peuvent être également des bons placements pour la retraite d'ailleurs. Et puis, la deuxième session demain matin sera relative, je ne sais plus à quoi, SCI et... Ah oui, vous allez faire demain matin aussi du PEA et du compte titre. Donc c'est PEA, placement très très intéressant, fiscalement parlant, compte titre pas mal aussi pour jouer la bourse. Donc ces 2 placements-là, vous verrez aussi demain qu'est-ce qu'on met dedans finalement, parce que c'est vrai que ce sont des produits avantageux sur le papier, encore faut-il mettre dedans les bonnes actions et les bons fonds et les bons titres financiers, et ça, vous aurez toutes les explications nécessaires demain. Voilà, écoutez, merci infiniment. Et puis, n'hésitez pas à vous reconnecter sur liveinvest.fr pour revisionner ces 2 sessions consacrées à l'assurance vie
et au PER. Merci encore. Merci. À bientôt. Merci.